Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et tout de suite, l'invité politique Franck Riester, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Bonjour Franck Riester. Bonjour Patrick Roger. Le jour J pour le gouvernement face au vote de 2 motions de censure, les LR dans une nouvelle position d'arbitre. Pourquoi aller au bout de cette réforme des retraites? Faut-il écouter la rue et le climat électrique? C'est ce que nous allons aborder avec vous, Franck Riester. Commençons donc par les 2 motions de censure. L'une du RN, l'autre transpartisane. La balle dans le camp des LR. Il faudrait qu'il y ait une trentaine de voix, soit la moitié des députés républicains qui votent cette motion. Est-ce que vous êtes confiant ce matin, alors que l'on apprend que Aurélien Pradié, finalement, devrait voter cette censure? C'est ce qu'il a annoncé tout à l'heure sur Europe 1. Nous verrons, mais on voit bien, comme d'ailleurs les autres motions de censure auxquelles le gouvernement a dû faire face, je le rappelle, presque une quinzaine depuis le début du quinquennat, qui ont toujours échoué. Pourquoi, Patrick Roger? Parce qu'il n'y a pas de majorité alternative. C'est le rassemblement des oppositions, des opposés, des contraires, entre le Front National, la France Insoumise, maintenant certaines personnalités issues du centre il y a quelques années, qui ont un peu évolué aujourd'hui, et qui se retrouvent dans ce rassemblement des contraires. Donc nous verrons le résultat de cette motion de censure. Mais vous savez, on disait pendant le moment la semaine dernière où nous avons annoncé par la voix de la Première ministre le 49.3 qu'il allait avoir un vote. Et ce vote, c'est ce soir, pour savoir si, oui ou non, on va jusqu'au bout du processus concernant cette réforme des retraites. Et étant donné l'importance de cette réforme, étant donné l'incertitude qu'il y avait pour un vote jeudi à l'Assemblée nationale, la Première ministre a engagé sa responsabilité et a dit très clairement aux députés, écoutez, voilà, nous voulons cette réforme, nous voulons que cette réforme soit adoptée. Il y a une décision que vous avez entre vos mains, c'est éventuellement de voter pour cette motion et donc de renverser le gouvernement. Oui, et donc on le disait, les LR dans une position d'arbitre. Comment vous jugez les LR qui sont vos anciens camarades? Vous y étiez avant. Écoutez, on a eu pendant tout le processus de discussion parlementaire de très bons échanges avec les dirigeants LR. Que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale avec Éric Ciotti, avec Olivier Marleix, le président du groupe, avec un grand nombre des députés de ce groupe, pour améliorer le texte. Nous avons tenu compte de leur avis. Avant même d'ailleurs la présentation du texte, rappelons que le président de la République voulait décaler à 65 ans l'âge de départ en retraite, et nous avons pris acte à la fois de ce que demandait un certain nombre d'organisations syndicales et ce que demandaient certaines forces politiques, à commencer par la LR, pour dire que nous allions repousser qu'à 64 ans. Nous avons élargi la revalorisation des petites retraites aussi aux retraités existants. Nous avons par exemple au Sénat pris en compte la réalité d'un certain nombre de mères de famille avec une surcote pour celles qui travaillent avec une carrière complète et qui peuvent à partir de 63 ans bénéficier d'une surcote sur leur future pension de retraite. Bref, on a tenu compte de ce que nous disaient les LR pour essayer d'avoir une majorité, parce que nous cherchions donc depuis le départ à avoir une majorité plus large. Vous ne comprendriez pas qu'il y ait une trentaine de voix contre vous? Pour autant, un certain nombre de députés LR ont dit qu'ils voteraient contre ou qu'ils s'abstiendraient. D'où la décision de jeudi. Et c'est ça que nous ne comprenons pas, parce que ce sont des députés qui, par ailleurs, dans le passé, ont souvent défendu le report de l'âge de départ pour pouvoir assurer la sauvegarde du régime de retraite. Cette motion de censure, elle n'est pas forcément contre le recul de 2 ans de départ à la retraite, mais c'est plutôt contre la méthode. C'est ce qu'ont dit les députés Elliott sur la méthode qui a été en fait mise au point par le gouvernement pour essayer de faire passer. La méthode, c'est de faire pendant 175 heures de débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat, un vote du texte au Sénat, un compromis issus des députés et des sénateurs dans la commission mixte paritaire dont on a beaucoup entendu parler. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on vote non pas le texte du gouvernement. Enfin, les députés sont appelés à se prononcer non pas sur le texte du gouvernement, mais sur le texte du Parlement, qui est le fruit de 175 heures de travail, de 3 votes, dont un au Sénat et un compromis en CMP. Et donc, vous voyez, cette méthode, c'est de la discussion, de l'ouverture, de la prise en
compte des opinions des organisations syndicales et d'un certain nombre de forces politiques pour amender le texte, le transformer et en faire un texte issu du Parlement. Mais c'est un texte important, encore une fois, parce que c'est l'avenir de notre système de retraite qui est en question. Quelle serait l'alternative à ce texte? Comment nous finançons dans l'avenir? Ce qu'avait dit Emmanuel Macron, il avait dit en 2019, il n'y a aucune urgence à retarder l'âge de départ à la retraite, il faut s'occuper des emplois de plus de 55 ans. Et ça n'a pas changé, ça, pourtant, puisqu'il y a un taux de chômage qui est toujours très important. Non, alors le taux de chômage baisse, le taux de chômage baisse, et c'est toute la stratégie du gouvernement en matière. Pour les plus de 55 ans, pas beaucoup. Économique et sociale, si, aussi pour les moins de 55 ans, même si ça reste effectivement un sujet de préoccupation, parce que nous avons une politique économique depuis maintenant 6 ans qui vise à baisser la fiscalité, baisser les impôts, baisser les cotisations, pour libérer les énergies, créer de la valeur. Et c'est d'ailleurs, évidemment, le projet alternatif de la gauche, de la NUPES, plus ou moins dit clairement, c'est d'augmenter les impôts et les taxes pour financer les futurs, l'avenir du système de retraite par répartition. Nous pensons que ce n'est pas possible, pas acceptable dans un pays qui prélève déjà le plus dans tous les pays occidentaux. Nous devons baisser la pression fiscale et sûrement pas l'augmenter. Et pour autant, nous devons faire face, du fait de l'évolution de la démographie, à dans l'avenir des déficits importants pour notre système de retraite. Et nous voulons garantir ce pilier de notre modèle social. Et donc nous prenons nos responsabilités. Elisabeth Borne, elle a pris ses responsabilités face à l'incertitude du vote jeudi. Elle a dit, écoutez, j'engage ma responsabilité sur un texte essentiel pour l'intérêt général de notre pays. Elle prendra sa responsabilité jusqu'au bout. Si par exemple la motion de censure ne lui était pas favorable, elle devrait prendre ses responsabilités. De toute façon, si la motion de censure est votée, ça fait tomber le gouvernement. Voilà, c'est ça. Dites-moi, vous avez parlé d'échanges avec des LR depuis des semaines. Est-ce qu'il y a eu même des pressions du gouvernement sur des députés LR et des LR qui sont venus faire pression aussi sur vous pour dire moi j'ai besoin d'un contournement autoroutier, comme l'a dit Aurore Berger par exemple? Non, c'est pas du tout l'état d'esprit qui était le nôtre. L'état d'esprit, c'est effectivement d'écouter un certain nombre de députés LR, d'écouter les dirigeants LR pour voir comment on peut améliorer le texte, pour que ce texte puisse être voté d'une façon plus large que celles et ceux qui sont les députés qui soutiennent Emmanuel Macron. C'est dans cet état d'esprit-là que nous avons travaillé. Après, nous avons eu des échanges, évidemment, pour savoir notamment quel était le vote des députés LR, pour qu'on puisse prendre notre décision en toute connaissance de cause. Mais l'état d'esprit était vraiment un état d'esprit constructif au service du fond de la réforme. Et ils sont responsables, les LR, d'une façon générale, aujourd'hui ou pas? Écoutez, en tout cas, les dirigeants avec lesquels nous avons échangé, travaillé avec beaucoup des députés et des sénateurs LR, oui, tout à fait, je le dis. Malheureusement, un certain nombre de députés, par peut-être manque de courage ou peut-être peut-être aussi par calcul personnel, arrière-pensée personnelle pour se faire un petit peu de notoriété, se sont pas associés à la majorité des députés LR pour voter le texte. Par exemple. Mais écoutez, moi je donne pas de nom sur le dos de la réforme des retraites. Moi je dis nous avons bien travaillé avec les LR. Beaucoup de députés et de sénateurs LR ont fait preuve de responsabilité. Je tiens à le saluer. Pour autant, il y avait une incertitude sur un certain nombre de députés LR, dont acte. Nous avons pris nos responsabilités. Chacun maintenant à l'Assemblée nationale doit prendre la sienne. Est-ce qu'il y aura possibilité de travailler par la suite avec les LR? Rachida Dati, qui vous succédera à ce micro tout à l'heure, a appelé d'ores et déjà à un accord de gouvernement entre LR et Emmanuel Macron. C'est envisageable? Mais nous continuerons à travailler avec une méthode qui vise à trouver des majorités plus larges que les députés qui soutiennent le président de la République. C'est ce qu'on a fait depuis le début du quinquennat, Patrick Roger. Je rappelle quand même que nous avons voté la loi sur la modernisation de l'assurance chômage, la loi sur l'avenir des moyens du ministère de l'Intérieur, la loi sur les énergies renouvelables, la loi sur le pouvoir d'achat, avec une majorité plus large sans utiliser le 49.3. On a utilisé le 49.3 quand sur le projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget et le budget de la sécurité sociale, parce que les oppositions nous avaient dit dès le départ, nous ne voterons pas ce texte-là. Nous avons pris nos responsabilités parce que nous voulions doter notre pays d'un budget. Comme nous prenons nos responsabilités sur cette réforme des retraites, après avoir essayé de trouver une majorité plus large, parce que c'est l'intérêt général supérieur de la nation. Il y a un risque après que ce soit retoqué par le Conseil constitutionnel. Ça passera vraisemblablement devant le Conseil constitutionnel et on verra la décision du Conseil constitutionnel. Mais nous sommes sereins par rapport à ça. Vous comprenez quand même cette colère déclenchée par l'utilisation du 49.3 ?
Écoutez, vous savez, nous, on ne privilégie jamais le 49.3. Mais c'est un outil qui est dans notre Constitution, qui est là. Mais vous en avez usé, peut-être abusé, non? Mais d'autres gouvernements, dans d'autres époques. Pas à ce point, si. Si, le gouvernement Rocard de gauche l'a utilisé plus d'une vingtaine de fois pendant cette période-là. C'est un outil qui est à disposition de la Constitution pour dire à un moment donné, sur des textes que nous jugeons importants, que c'est l'intérêt général du pays de le voter, et que si bien, il y a une majorité de députés pour ne pas l'accepter, ne pas le suivre, il y a la possibilité de faire tomber le gouvernement. Eh bien, là, Elisabeth Borne, en responsabilité, engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, et il y a un vote, même 2 votes ce soir, puisqu'il y a 2 motions. Oui. Pourquoi vous en arrivez là? La réforme a été, entre guillemets, mal vendue par le gouvernement? Parce qu'elle n'a pas été bien perçue. On peut toujours faire mieux, Patrick Roger, bien évidemment. Mais vous savez, c'est une réforme difficile. On demande un effort à nos compatriotes. On leur demande de travailler progressivement 2 ans de plus. Donc c'est évidemment difficile. Et c'est d'une complexité folle. Donc on peut toujours mieux faire. Mais ce qui compte, c'est de dire à nos compatriotes une nouvelle fois qu'on ne fait pas ça pour se faire plaisir. Qu'on ne fait pas ça dans le dos des Français. Le président de la République et les députés, lors des campagnes récente, c'était l'année dernière, on dit très clairement qu'il réformerait, que nous réformerions le système de retraite. On n'a pris personne par surprise. Mais c'est l'intérêt du pays. Et nous faisons parce que nous voulons sauver ce pilier de notre modèle social, qui est le pilier de notre solidarité intergénérationnelle qui est menacée. Parce que ce système-là, il est menacé. C'est les chiffres qui le disent. Et les chiffres, ce sont une réalité qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. On peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres. Non, justement, là, on ne peut pas le dire. Et donc, nous prenons nos responsabilités en ayant écouté, modifié notre projet, en ayant un message qui est celui justement de l'écoute et de la prise en compte de l'avis d'autres personnes que la majorité présidentielle, en prenant en compte, encore une fois, l'avis et les regards des organisations syndicales et d'autres groupes politiques. Oui, Franck Riester, vous êtes ministre en charge des relations avec le Parlement, donc vous discutez avec l'ensemble des députés. Ça laissera des traces, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe cet après-midi? Écoutez, en tout cas, c'est une étape dans le quinquennat, bien sûr, mais... Certains députés Renaissance sont déçus, par exemple, de ce qui se passe. Mais certains voulaient aller au vote, et nous aussi, nous voulions aller au vote. Mais face à cette incertitude, nous avons pris nos responsabilités. On ne pouvait pas prendre le risque que cette réforme importante échoue, parce que c'est l'intérêt général. Vous savez, l'intérêt général, c'est pas toujours facile à défendre, c'est pas toujours facile à expliquer, c'est pas toujours facile à soutenir. Mais c'est ce qui est noble aussi dans la politique. Vous savez, la politique, c'est, à un moment donné, dire à nos compatriotes ce qu'on va faire avant d'être élu. Et quand on est élu, le faire, même si c'est pas populaire, à partir du moment où c'est l'intérêt général. Franck Riester, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est en train de chuter là. Est-ce qu'il devra prendre la parole, le chef de l'État, et puis annoncer pourquoi pas un remaniement? C'est sa responsabilité, c'est à lui de non, mais vous attendez vous-même qu'il prenne la parole, non? Moi, j'attends pas. Le président de la République saura prendre les décisions qui s'imposent, saura prendre la parole le moment venu, quand il le souhaitera. Mais tout le monde sait à quel point il suit de près cette réforme, parce que c'est une réforme qu'il considère comme absolument stratégique et essentielle pour l'avenir du pays. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Merci Franck Riester, ministre délégué en charge des relations avec le Parlement, était l'invité de Sud Radio ce matin. La revue de presse dans un instant, et Rachida Dati qui sera mon autre invité politique tout à l'heure à 8h40. Patrick Roger revient dans un instant dans le Grand Matin Sud Radio.